Merci Sayon. Effectivement, c'est un débat jusqu'à présent qui continue. Alors, entre incompréhension et entre commentaires, il y a beaucoup de choses qui se disent sur cette affaire parce que une affaire de dividendes démographiques, comment faire en sorte que la population ne soit pas un frein au développement, à la croissance économique, et comment faire pour que ça marche. Je pense que c'est surtout là l'enjeu. Maintenant, ce qui fait beaucoup de bruit autour de cela, c'est juste avant, c'est que le 8 juillet, en marge du sommet du G20, les affirmations du président français ont été servies, ont été utilisées pour dire certainement les instructions sont données depuis l'autre côté par le grand-oncle, de chez nous les Gaulois, qui a instruit ceux d'ici de s'engager. Même si certains disent qu'il y avait un calendrier, c'est une rencontre, ce genre de rencontre ne se prépare pas en un temps record. Voilà, mais les choses se suivent de façon chronologique. Après la sortie d'Emmanuel Macron, il y a eu l'interview que notre ministre de la Santé a accordée au journal français Le Monde, qui montrait d'ailleurs dans ce journal tout le programme d'exécution était, par rapport à la planification familiale et la distribution des contraceptifs est bien élaboré là-dessus. Ça aide, tout est clair, jusqu'à la modification des manuels scolaires. Et donc, Hollande qui s'exprime le 8... Pas Hollande. Pardon, excusez-moi. Macron qui s'exprime le 8, le 11, c'était la rencontre, le sommet à Londres sur la planification familiale, et c'est en marge de ce sommet que notre ministre de la Santé a donné son interview, effectivement, et vers la fin du mois, on a eu une rencontre de haut niveau. C'est même dit, voilà, rencontre de haut niveau des parlementaires de la CEDEAO, de la Mauritanie et du Tchad. C'est difficile de ne pas voir, effectivement, des liens. Même si le Burkina, depuis 2011, était engagé dans un agenda sur la planification familiale également, qui avait cours. Ça, il ne faut pas le nier. Donc, je pense que c'est ce qui fait qu'il y a des commentaires qui se soulèvent. Maintenant, c'est entre théoriciens du développement maintenant, parce qu'il y en a qui disent oui, il faut, il y en a qui disent non, il ne le faut pas parce qu'il y a des conséquences après. Mais vraiment, ça, c'est les économistes maintenant qui rentrent. Oui, mais quel est votre point de vue là-dessus? Vous pensez vraiment qu'en limitant le nombre d'enfants à 3 par femme, c'est-à-dire en Afrique, les pays de la CEDEAO, le Tchad et la Mauritanie, ça va vraiment permettre à ces pays-là d'enclencher leur développement? Avant de répondre à votre question, il y a eu une confusion dans la tête des uns et des autres qu'il va falloir éclaircir. Alors, quand vous lisez, vous avez l'impression que les 3 enfants par femme, ça veut dire que chaque femme ne doit pas dépasser 3 enfants. Vous avez d'autres également qui disent que c'est le quota général qui doit faire en sorte qu'on arrive à 3 enfants par femme, c'est-à-dire les femmes qui refusent d'enfanter, ou bien qui ont un enfant, ou bien qui ont 2 enfants, ou bien qui n'en ont pas. Quand on fait le calcul, si on a tel nombre de femmes au Burkina, au moins 3 enfants par tête par rapport à la population, au nombre total des femmes. Donc déjà, on ne comprend pas bien. Est-ce que c'est réellement ça, ou bien ça veut dire que chaque femme ne doit pas dépasser 3 enfants elle-même? Donc ça, ce n'est pas totalement défini. Maintenant, en tout cas, il y a du flou là-dedans. Mais pour revenir effectivement à votre question, la question primordiale, ce n'est pas de dire je suis d'accord ou je ne suis pas d'accord, c'est l'efficacité de la mesure. Vous voyez, dans des pays où on contraint, quand il y a de la contrainte, il y a de la résistance. Et donc, à moins qu'une loi soit votée pour passer dans des mesures fortes. Mais je pense que ce n'est pas seulement la démographie qui soit le problème. Je pense que c'est surtout l'absence de politique de développement fiable à même de nous faire sortir du sous-développement. Je pense que c'est de cela qu'il s'agit. C'est vrai qu'ils disent les naissances, c'est un levier, actionner les autres leviers, oui. Mais en entendant, les autres leviers ne sont pas très bien actionnés. Si vous avez moins d'enfants, il n'y a même pas une bonne école, il n'y a pas un bon système de santé, on n'est même pas encore sorti de l'auberge. Donc je pense que même s'il faut jouer sur la démographie, il ne faut pas négliger les autres aspects. D'accord. Oui, Bama. Non, je suis tout d'accord avec la lecture de Bougouma, parce que c'est un peu ça. C'est que le gros problème, c'est qu'on a eu le malheur que cette sortie des parlementaires ait succédé à la sortie de Macron. C'est ça le gros problème ici. Ça donne l'impression que, bon, on est toujours dans la posture de ces grands enfants qui sont là, qui n'attendent que des ordres venus de l'autre côté. Sinon, au-delà de ça, moi, je ne vois vraiment pas où se trouve le problème. Parce que moi, je pense que tout le monde devait être d'accord, et je crois que ça devait faire l'unanimité que on ne peut pas laisser la démographie comme ça, sans chercher à la contrôler. Je pense que toutes les théories économiques le disent, la démographie et l'économie vont ensemble.
sont tellement liés qu'on ne peut pas. Il faut bien que les deux puissent être tenus pour qu'on puisse en sortir. Si on laisse la démographie galoper pendant que l'économie est en train d'être malmenée, n'arrive pas à décoller, c'est sûr qu'on ne peut pas s'en sortir. Donc moi je pense qu'on est tout à fait d'accord tous qu'il faut bien que quelque chose soit fait pour quand même contrôler les naissances. Moi je pense que ça ne devrait pas souffrir de débat, en tout cas moi à mon niveau. Parce que moi ça me peine chaque fois quand je suis à Ouaga, je parcours les rues de Ouaga, je vois toute cette frange de la population qui est au bas-côté de la route avec des boîtes de tomates rouges, qu'on appelle de façon honteuse d'ailleurs les enfants de la rue, comme si la rue faisait des enfants. La rue n'a jamais accouché d'enfants, c'est nos enfants qu'on ne peut pas assumer. Et ça, on ne peut pas continuer dans ça. Il faut bien que quelque chose soit fait. Et qu'on le dise, ça ne devrait pas quand même choquer quelqu'un. Parce que moi, il y a des gens qui disent non, il faut laisser les gens faire les enfants, tant que d'autres nouveaux calculs, c'est Dieu qui donne les enfants, comme dans le vieux temps. Non, ce n'est pas Dieu qui donne les enfants. Moi, aujourd'hui, je ne peux pas faire les enfants comme mon papa pouvait le faire avant. Oui, parce que pour faire un enfant, il faut être sûr de pouvoir t'en occuper. Il ne faut pas faire un enfant pour la rue. Voilà la réalité. Donc, moi, je pense qu'il faut bien que la démographie soit contrôlée pour qu'on puisse en sortir. Ça ne doit pas souffrir de débat. Maintenant, bon, les uns et les autres vont avec leurs commentaires, mais moi, je pense qu'on va finir par s'asseoir autour d'une table et poser le débat de façon sérieuse et puis trouver une solution. D'accord. Alors, il y a des gens aussi qui perçoivent la démographie comme une force qu'on peut utiliser pour le développement d'un pays. Dabadi, qu'est-ce que vous pensez donc de cette idée? Je suis sérieux. Tout est une question de gouvernance. Si vous tablez votre programme de développement sur le nombre des individus, il va de soi effectivement que ça soit un gain. Plus vous avez une population élargie, plus vous arrivez à appliquer effectivement certains programmes. Mais dans notre cas, c'est ça justement le problème. Parce que nous, on n'est pas encore à ce niveau. Quand vous prenez un pays comme le Burkina, le taux de fécondité est très élevé. Vous avez plus de 6 enfants par femme. Alors, lorsqu'on est dans telle situation, alors que le taux de croissance économique par an, c'est autour de l'ordre de 3%, il apparaît évident qu'on ne peut pas effectivement continuer comme ça. Pour atteindre une croissance harmonieuse ou un développement harmonieux, il faut nécessairement maîtriser la croissance démographique. Quand vous regardez un peu au niveau des grands services comme la Sonabel, par exemple, l'ONU et autres, mais les statistiques sont à chaque fois battues. Pourquoi? Parce qu'on n'arrive pas à maîtriser la démographie. On est souvent surpris du nombre d'individus qui occupent telle localité ou telle localité en un temps record. Donc il y a manifestement, effectivement, je pense que la question elle est importante. Il faut effectivement réfléchir sur la possibilité de maîtriser effectivement la croissance. Maintenant, la question qu'il faut se poser, est-ce que nos chefs d'État auront suffisamment le courage d'aller dans ce sens? Ce n'est pas évident. Parce que la limitation du nombre d'enfants est une question très sensible au sein de certaines communautés, si bien qu'il n'est pas effectivement aisé, à mon avis, que les chefs d'État puissent l'aborder avec toute la sérénité qu'il faut et avec toute la lucidité qu'il faut. Donc je pense qu'ici, il faut, vous voyez, le calendrier, déjà on parle de 2020. Donc c'est pour dire 2030, que, avec 2030, voilà, d'ici 2030, c'est évident que la plupart, sinon pour ne pas dire tous, je ne vois pas un président qui sera toujours au pouvoir. Donc c'est pour dire qu'on va travailler à remettre ça toujours au calendrier, parce que c'est un sujet qui est extrêmement sensible. Sinon, je pense qu'il y a l'urgence, effectivement, il y a la nécessité de réfléchir sur la question et de trouver un programme harmonieux. Parce que si vous tablez votre économie sur un sujet, sur un point autre que les ressources humaines, il n'y a pas de problème. Mais si vous tablez sur les hommes, effectivement, ça veut dire qu'il n'y a pas nécessité de limiter les naissances. Mais dans le cas, comme je l'ai dit, dans le cas de nos pays, on n'est pas encore à ce niveau parce qu'on n'arrive pas à mettre des programmes hardis en place et qui prennent en compte tout ce monde-là dont les autres parlaient tout à l'heure. Vous voyez, il y a beaucoup effectivement d'enfants qui ne partent pas à l'école. Au niveau de la santé, vous avez très peu de centres de santé qui prennent les gens en charge. Alors du coup, on se pose la question, est-ce qu'on peut continuer comme ça?
il est évident que la réponse ne souffre d'aucun doute, c'est clair. C'est évident. Il faut forcément, effectivement, trouver une solution à cette démographie galopante. Sinon, évidemment, d'ici peut-être 2030-2050, on aura forcément d'autres problèmes plus sérieux que ceux que nous vivons aujourd'hui. D'accord, oui. Hyacinthe, est-ce que vous partagez donc l'avis de ceux qui vous ont précédé, de vos collègues? Oui, je pense que, comme l'a dit, ça ne souffre pas de débat. La maîtrise de la démographie va naturellement avec un certain développement. Donc, tant qu'on ne va pas maîtriser notre démographie, on ne va pas pouvoir se développer de façon, en tout cas, conséquente. Là, le débat, pour moi, vraiment, je l'ai trouvé un peu trop déplacé par moment, parce que concernant les propos de Macron, on a même allé à personnaliser le débat avec sa situation, donc sa décision de ne pas faire d'enfant lui-même, donc qu'il était mal placé pour donc dire combien d'enfants doivent faire les couples africains. Je pense que là n'est pas le débat. Vous ne pouvez pas aujourd'hui, comme l'a expliqué un peu, elle a dit, aller demander de l'argent à quelqu'un qui a économisé grâce à sa maîtrise de sa démographie. Il a fait peut-être 2 enfants, il a pu économiser 6 impôts et autres. Vous venez lui demander de l'argent pour aller vous occuper de vos 6 enfants ou 10 enfants. Donc là, il y a un problème. Et déjà, à partir de là, il faut que nous-mêmes, on se pose des questions. On a en plus des problèmes concrets ici, en termes de scolarisation, en termes de foncier. On a le problème de foncier qui est là. Alors, avec cette démographie, on ne peut pas véritablement avancer. Il va falloir travailler, on tourne autour de 5,4 enfants par femme. Il faut nécessairement travailler donc, à juguler un peu cette démographie. Maintenant, par quelle solution? C'est ça la question. Je pense que c'est sur cette problématique-là qu'il va falloir se prononcer, parce qu'il n'y a que 2 choix. Soit la contrainte, soit donc la sensibilisation. Maintenant, est-ce que la sensibilisation porte? Parce que malgré les campagnes de planification familiale, aujourd'hui, toujours, on tourne autour de 24% de prévalence contraceptive. Qu'est-ce qu'il faut faire pour booster cette sensibilisation? Ou il faut véritablement décider, comme en Chine, de limiter, de prendre des textes de loi donc, pour limiter les naissances. Je pense que c'est à cela que les chefs d'État doivent travailler, parce que chaque pays, en fonction de ses spécificités, doit pouvoir décider de maîtriser donc, sa démographie. Véritablement, pour moi, le débat, plus que ça, ne doit pas se tenir. Oui, en fait, c'est comme il a dit, on a des défis. Aujourd'hui, vous prenez le Burkina, c'est où on veut aller, c'est sur quoi nous voulons nous appuyer pour nous développer et maintenant arrimer notre population à ça. En fait, c'est là la grande question. C'est l'agriculture, c'est l'élevage ou bien c'est un autre secteur? C'est quoi le pilier de notre développement? En fait, il y a ça d'abord. Maintenant, par rapport à la maîtrise de la démographie, ça au moins on est d'accord. Mais c'est que le sujet est venu comme ça au Burkina, sans que pour le moment nous ne sachions c'est sur quoi, c'est sur quel pilier nous allons. Prenons l'ensemble des pays des dragons du sud-est asiatique. Chaque pays a eu un pilier. Il y en a qui ont pris l'agriculture, il y en a qui ont pris la recherche technologique. Nous avons pris quoi? Nous avons pris quoi? En fait, maintenant, nous, on a pris des schémas, on met des plans, CCLP, SCAD, PNDS, et après, maintenant, on part chercher l'argent venir. C'est-à-dire que nous sommes en train de bâtir notre modèle économique sur leur modèle économique. Naturellement, il va falloir qu'on fasse comme eux. C'est comme il a dit, eux, ils ne peuvent pas maîtriser leur démographie, cotiser l'argent, mettre dans un fonds, par exemple, qu'on appelle Agent français de développement. Vous venez, par exemple, pour construire vos routes, construire vos écoles, et puis vous ne voulez pas contrôler votre démographie. Ça n'existe pas possible. En fait, ce n'est pas possible. Donc, c'est un choix à faire. C'est un choix souverain à faire, mais quoi qu'il en soit, l'un ou l'autre choix implique également une maîtrise de la démographie. Mais par rapport à l'efficacité, certainement, ce n'est pas une affaire de sensibilisation. À un moment donné, ça va être la contrainte. Parce que pour quelqu'un qui vit au village, il n'a pas les mêmes charges à la fin du mois que quelqu'un qui est citadin. La limitation même va s'imposer de fait aux citadins. Lui-même va se dire, moi je ne peux pas dépasser tel nombre d'enfants parce qu'il y a scolarité, il y a facture, il y a ci, il y a ci, il y a ça. Mais celui qui est de l'autre côté, il n'a pas les mêmes... Ce qui fait que, même en ville, ce n'est pas sûr que la réalité de la vie va imposer à certains la limitation compte tenu du niveau de vie sociale et tout et tout. Mais dans les hameaux de culture, là c'est très prononcé. Mais pour que ce soit efficace, à un moment donné, c'est sûr qu'il va y avoir
la célèbre phrase que force reste à la loi. C'est-à-dire que là, ça va être la contrainte. Mais justement, est-ce que dans le milieu rural, ça va être aisé si un jour on venait donc à décider donc, de mettre en place cette politique, quand on sait même que les politiques, par exemple, de planification familiale, d'utilisation des contraceptifs ne sont pas très bien ancrés, bien perçus, bien reçus dans ces milieux. Est-ce qu'il ne va pas avoir vraiment de véritables problèmes pour l'application d'une telle mesure, Hyacinthe? Non, je ne vois pas pourquoi. Pour moi, le problème, c'est vraiment le message. C'est le message qu'il faut délivrer. C'est là que je ne suis pas d'accord avec la solution de la contrainte. Pour moi, il faut peut-être aller plus sur la sensibilisation. Parce que le problème, il est simple. Dans un hameau de culture, le paysan, il sait quelle était sa superficie avant et quelle est sa superficie aujourd'hui. Il sait, avec les changements climatiques, avant, il maîtrisait un peu sa récolte. Aujourd'hui, il n'est même pas sûr d'avoir une tine de mil à la fin de la saison. Il sait et il comprend un peu ces problèmes. Lorsqu'il regarde son grenier, il regarde sa famille, il y a des choix opérationnels qui s'opposent à lui. À partir de là, on peut pouvoir passer le message. C'est-à-dire que pour maîtriser ces éléments que tu ne maîtrises pas, c'est-à-dire que ce soit les superficies de culture, les changements climatiques et autres aspects qui peuvent intervenir, pour nourrir ta famille et donc avoir une gestion optimale de ta famille, il faut toi-même travailler à réduire le nombre de tes enfants. Je pense que là, un message peut passer. Mais passer par la contrainte, je ne vois pas en quoi, même en ville, naturellement, on a d'autres charges qui s'ajoutent naturellement avec les charges de la ville, qui font que là, le débat ne se pose pas. Mais en sortant de la ville pour aller vers le village pour dire vous ne devez plus faire plus de 3 enfants. Je vois qu'il y a un problème. Plutôt, il faut passer par la sensibilisation pour moi, parce que ça va permettre aux gens de prendre en compte certains problèmes au quotidien qu'ils ont avec leur famille et aussi, en même temps, les amener à eux-mêmes travailler sur eux-mêmes, à contribuer au développement. Pour moi, la sensibilisation nous sauvera de cette histoire plutôt qu'une contrainte. Parce qu'au-delà de ça, lorsqu'on dit souvent, moi, ce qui est un peu, on a tendance à infantiliser les populations de zones rurales, à même leur prêter un certain manque de discernement. Pourtant, c'est faux. Dans les techniques de maîtrise de la population, les plus concrètes sont celles qui émergent des zones rurales. Vous avez un peu le phénomène, pour citer quelques-unes, le phénomène des maris modèles, où vous avez des maris qui eux-mêmes se chargent de sensibiliser les autres maris à accompagner leurs femmes pendant la grossesse, c'est-à-dire pendant la consultation prénatale, pendant tout le processus, à suivre pour pouvoir gérer de façon optimum la grossesse. Vous avez le système également des foyers d'accueil, c'est-à-dire des populations qui ont construit, compte tenu de l'éloignement des CSPS, ils sont allés construire des maisons pour permettre à la femme, à 1-2 mois de l'accouchement, de se déplacer et d'habiter dans la maison, donc sur le lieu du CSPS, pour pouvoir accoucher de façon optimale, plutôt que d'être dans les contraintes de déplacement pendant donc qu'elle est en travail. Et donc, vous avez autant d'exemples qui montrent que quand même, en zone rurale, on a compris un peu la nécessité de maîtriser certaines choses. Donc, pour moi, si on change le message, si on adapte le message de la maîtrise de la démographie, on peut faire réaliser des grandes choses. Mais souvent, il y a des barrières culturelles aussi. C'est-à-dire que dans le monde rural, on n'est pas peut-être au même niveau de compréhension de certaines choses. Quand on dit, par exemple, que c'est Dieu qui donne les enfants, je pense que ça va être difficile peut-être de pouvoir sensibiliser les gens dans un tel contexte. Demandez-les, c'est vrai qu'il les nourrit. Oui. Mais il y a aussi le fait que les réalités ne sont pas les mêmes. Et là-dessus, il n'y a pas de doute. C'est clair. Quand vous prenez quelqu'un qui est au village, qui a une superficie remblavée, il a besoin de la main-d'œuvre. En ville, c'est tout autre chose. Et donc, vous ne pouvez pas entreprendre la même démarche et ça va marcher partout. Ce n'est pas possible. À l'heure où nous parlons, au village, mais chacun s'est débrouillé pour trouver des gens pour aller cultiver son champ. Alors, si vous n'avez pas d'enfants, vous allez les trouver où? C'est difficile, ça veut dire qu'il faut trouver de l'argent pour payer. Donc, les gens préfèrent avoir beaucoup d'enfants parce que ça constitue une main-d'œuvre que d'avoir peut-être 1 ou 2 et aller chercher des gens. De toute façon, vous allez les trouver. Ce n'est pas évident. Donc, je pense qu'il y a ces problèmes. En fait, notre niveau de compréhension et de développement n'a pas atteint le niveau où il faut une simple sensibilisation pour que les gens comprennent. Je pense que pour que la mayonnaise prenne, il faut qu'il y ait d'abord des textes
sur lesquels les gens peuvent se baser pour dire, bon, par rapport à tel aspect, voilà ce qui est prévu, voilà ce que la loi prévoit. Si vous débordez, voilà ce que vous courez comme sanction, vous encourez comme sanction. Je pense que à partir de là, ça peut amener certains. Ce que nous disons, c'est valable pour les gens lucides, les gens qui raisonnent. Mais malheureusement, notre société est faite d'hommes raisonnables comme d'hommes aussi irresponsables. Et donc, il faut en tenir compte. Donc, on ne peut pas à tout moment dire que la simple sensibilisation suffit. Quelqu'un a pris l'exemple de la planification familiale. Mais ça fait des années qu'on en parle. Est-ce que les gens en pratiquent suffisamment? La réponse est claire. Les gens n'en pratiquent pas. Voilà, suffisamment. Donc, je pense que par rapport à cette mesure, si on veut que ça soit un succès, en tout cas, il faut prendre des mesures, je dirais peut-être pas drastiques, peut-être le mot est fort, mais en tout cas, il faut qu'il y ait des mesures assez contraignantes. Sinon, ça serait un échec. Alors, oui, très rapidement. Vous savez qu'à Ouagadougou, même à Ouaga, certaines femmes pour la planification familiale se cachent. Et elles font 3 mois pour éviter d'avoir des problèmes avec monsieur à la maison sur la sensibilisation. Il y en a qui ne veulent même pas entendre parler. L'excision. Le bouquin était obligé de recourir à la répression pour mettre fin à cela. Mais jusqu'à présent, il y a des foyers de résistance. Vous avez des prêcheurs qui disent que ceux qui disent que l'excision n'est pas bien là sont de mauvaise foi, c'est parce qu'ils prennent l'argent avec les Européens et qu'ils viennent vous flatter ici. Que c'est parce qu'ils veulent justifier l'argent qu'ils ont pris. Et il y a des foyers de résistance à cause de cela. Lié à cela, il y a quelqu'un qui va se dire, si moi je ne fais pas l'excision, grand-père va me rappeler. Entre grand-père qui va me rappeler, la loi qui va lui donner 2 ans, il préfère les 2 ans ou les 5 ans de la loi par rapport à la peine de grand-père. Parce que lui, il est basé sur une conviction. Ce qui fait que l'enfant, c'est un don de Dieu, là, est ancré. Et beaucoup plus, il y a des considérations culturelles, religieuses dedans. Et à un moment donné, il va avoir la contrainte. Je prends un exemple pour terminer. Prenons en France l'interruption volontaire de grossesse, les IVG. D'abord, on a dit, si le médecin estime que ce n'est pas compatible avec sa foi religieuse, là, sa conviction religieuse, il peut refuser. Mais ça a été criminalisé maintenant. Vous ne pouvez plus invoquer ça pour dire ma religion me l'interdit. Ils ont corsé ça encore. Aux États-Unis, il y a une pâtisserie qui a été condamnée pour avoir refusé de confectionner un gâteau de mariage pour des couples homo. Parce qu'il dit que c'est contraire à sa liberté religieuse. On dit, écoute, tu violes la Constitution. À un moment donné, on va passer à cette étape. Il ne faut pas qu'on se leurre. La sensibilisation aura des limites. On va prendre 20 ans, 30 ans, 50 ans. Mais à un moment donné, parce qu'il y a des convictions qui se cachent tout ça, et même arrimer à ce qu'on avait déjà vu, ce n'est pas évident que la sensibilisation pleine. Mais quand je parle de ceux qui sont en campagne, je ne dis pas que même en ville, il n'y a pas de résistance. Je n'ai pas dit ça. Parce que, mais là-bas, le besoin et les exigences en ville, ce n'est pas la même chose. Oui, mais il y a l'aspect dont Dabadi a parlé, la main-d'œuvre dont les paysans, entre griffes, ont besoin. C'est pourquoi j'ai demandé on a quelle politique réelle de développement. C'est tout le débat. C'est là le débat. Oui, il est vrai que c'est Dieu qui donne les enfants, mais l'État vous dit de ne pas dépasser 3 enfants. Parce que pour que la loi puisse être appliquée, il faut qu'elle soit libellée comme ça. J'aimerais bien voir cela. Et pour moi, pour revenir sur la planification familiale, elle ne marche pas. Pourquoi? Parce que ce n'est pas à cause de la demande, c'est à cause de l'offre. L'offre et les politiques, c'est là que je te rejoins, ne sont pas en adéquation avec les demandes sur le terrain. Donc, c'est sur ça qu'il faut travailler. Vous avez un taux qui est passé de 8,3 en 2003 donc à 24%. Ça veut dire qu'on a une avancée de la demande. Mais ça dit que les offres ne suivent pas. Et c'est ça le problème. Ça dit que on a beaucoup de priorités dans nos États. On a l'éducation, la santé, la population. Ça dit qu'on ne priorise pas une priorité. C'est ça le problème. On brasse tout. Et là, pour moi, on a un problème. On sait très bien que tout ce qui est éducation, santé, autres, découle de la démographie. Donc, il va falloir prioriser comme priorité la démographie. Pour moi, c'est aussi simple. Sinon, le projet de loi, véritablement, je ne vois pas en quoi il peut être appliqué. Entendre un Bama, peut-être pour refermer sur ce sujet. Non, moi, je crois que tout est une question de modalité de mise en œuvre de cette décision, ou en tout cas de l'éventuelle politique en matière de gestion de la démographie. Peut-être, il faut pouvoir trouver la bonne approche. Parce que je suis d'accord, quand Bougma dit, il ne s'agit pas de se lever, de décréter comme ça que chaque femme doit faire 3 enfants et puis penser que ça va marcher comme ça. Peut-être qu'il y a des femmes qui peuvent faire 6, pendant qu'il y a d'autres qui peuvent faire 1 enfant. Ouais, c'est ça. Donc, moi, je pense que c'est une question d'approche. Savoir
il y a des villages où peut-être on a encore besoin de main-d'œuvre, mais il y a des villages où on n'en a plus besoin. Ou non, on en a même qu'on ne peut plus employer dans l'agriculture et qui sont même obligés de venir combler la population urbaine. On voit ça, l'exode du rural, c'est une réalité. Donc moi je crois que c'est une question d'approche, s'asseoir et réfléchir, voir comment est-ce qu'on doit mettre ça en application. Ou est-ce qu'on a encore besoin de faire des enfants ou on n'a pas besoin de faire des enfants. Pourquoi pas même instituer une modalité qui va consister à dire que avant même de pouvoir prétendre à faire un enfant, il faut pouvoir présenter ta capacité financière pour t'assurer de cet enfant. C'est une possibilité. Pourquoi pas? Ça va être assez compliqué. Dans la loi, c'est ça. Mais c'est pas parce qu'on est marié qu'on fait un enfant. Bien sûr. Bon, donc, mais à ce moment, c'est difficile à contrôler parce qu'on ne sait pas. Et même le revenu, c'est-à-dire que tant que tu n'as pas de revenu égal à tant de francs CFA, tu ne dois pas avoir tant d'enfants. Non, mais on ne décide pas. Hein, on ne décide pas de dire, bon, aujourd'hui, je vais faire un enfant. Donc, c'est ça aussi le problème. Ça peut arriver à tout hasard. Comme donc, voilà. Ça va être difficile. Donc, en tout cas, bon, le sujet fait polémique. Je pense que les téléspectateurs vont continuer les débats. Hein. Il faut que nous avançons parce que le temps avance. On va parler maintenant donc, du Fonds commun qui fait débat depuis plusieurs mois, on va dire plusieurs années au Burkina ici. Donc, à la suite de leur débrayage de la semaine passée, les syndicats des impôts et du Trésor se sont retrouvés donc à la Bourse du Travail où ils ont fait donc un point. C'est le prétexte pour nous donc de reparler de ce fonds commun, de ce fameux FC, comme l'appellent les concernés. Alors, qu'est-ce que vous pensez donc de ce fonds commun? On en a parlé la semaine dernière, mais aucun d'entre vous n'était sur ce plateau. Alors, faut-il vraiment une répartition égalitaire comme ce que le gouvernement veut, sans discrimination, ou bien il faut donc supprimer le principe de solidarité qui existait pour le partage de ce fonds? Hyacinthe. Alors, le fonds commun, c'est vraiment un débat. Hein. Ça va, ça vient, ça va, ça vient. Je pense que la question du partage égalitaire ne peut pas se faire déjà, compte tenu des spécificités des différentes régimes même financiers du Burkina et compte tenu de certains échelons grades dans la fonction publique. Ça dit que déjà, laissons tomber cette histoire d'équité. Ce qui est le plus gênant, en fait, c'est cette bagarre faite autour du fonds commun et un peu aussi le mouta-mouta que ce soit du syndicat ou que ce soit du gouvernement autour de cette question. C'est-à-dire vous avez le Burkina qui a été bloqué donc en avril, mais également en mai, et également en juillet qui a eu un début, donc avec la nouvelle grève, à cause d'une histoire de fonds commun. Mais lorsque vous posez la question, ok, mais fonds commun, de quoi s'agit-il? Combien vous gagnez et combien vous demandez? C'est silence radio des deux côtés. Alors, c'est ça le problème. Aujourd'hui, vous avez un ensemble de formations qui sont là. Vous avez un syndicat qui rue dans les brancards lorsque vous dites, par exemple, combien gagne un cadre de catégorie A du Trésor, mais qui ne vous dit pas, voilà la réalité de ce que gagne un cadre de catégorie A du Trésor. Le fait est là qu'aujourd'hui, on a un recul de recettes qui est estimé à près de 260 milliards avec ces différents mouvements. Qu'est-ce qu'on fait? On ne peut pas rester là à être pris en otage par cette sorte de fonds communs. Parce qu'au-delà de cela, à l'intérieur même, on sent des problèmes de partage à l'intérieur. Parce qu'au-delà des spécificités entre différentes régions, entre la douane, les impôts et le trésor, il y a à l'intérieur le fait qu'il y ait des contractuels et des fonctionnaires. C'est-à-dire que les contractuels étant traités sur un taux indiciaire plus élevé, ils n'ont pas le même fonds commun que les fonctionnaires, donc qu'on dirait classique. Alors, il y a même ce problème. Donc, vous avez un ensemble de problèmes qui rend la chose complexe. Alors, la chose est là. Soit on décide tout simplement de supprimer pour moi le fonds commun courageusement, tout ce qui a été décidé peut être. Soit on décide de la répartition et avec la clé de répartition définie pour que chaque citoyen sache, voilà, aujourd'hui, j'ai contribué, ça a servi à faire ça, ça et ça et ça. Parce qu'on ne peut pas rester là avec ce flou, parce que lorsque on répare, l'accord a été signé. Ils ont dit, OK, on attend le 15 juillet, le paiement donc de la première tranche pour voir. Avant le 15 juillet,
la clé de répartition définie par le ministre n'était pas à la convenance des syndicats. Dans les discussions donc, sur cette clé de répartition, c'est l'ancien texte, l'ancien décret qui a été appliqué dans la répartition. Ça pose problème. Finalement, on tourne en rond. On va répartir, c'est-à-dire de ce mouvement, ils vont encore sortir un accord, mouta, sur lequel ils ne vont pas communiquer. Ils vont répartir, travailler. Et lors du prochain partage de fonds communs, lorsqu'ils vont prendre, chacun va prendre la part qu'il a eue, nouveau problème. Donc, il faut qu'on décide quelque chose. Soit on laisse tomber cette histoire, soit on dit, voilà, Bama a eu ça, Bernard a eu ça, point. Et on explique pourquoi. Et puis, tout le monde est, voilà, chaque citoyen. On ne remet pas en cause le fait qu'ils doivent l'avoir, parce que ça c'est notre... Chaque corps et métier a plus ou moins ses avantages. Oui, Bama, qu'est-ce que vous en pensez, le fonds? Non, moi je suis d'accord avec ce que vient de dire Hyacinthe. C'est ça la réalité. Il faut pas, on a toujours dit ça ici d'ailleurs. Il ne faut pas qu'on va se leurrer. C'est-à-dire que ce que le gouvernement est en train de faire, c'est du populisme, ça ne peut pas marcher. Il faut qu'on s'assume. Dire qu'on va supprimer le fonds commun, ce n'est pas possible. Dire qu'on va partager de façon égalité, ce n'est pas possible. Les 5 doigts de la main n'ont pas la même taille. Chaque corps de métier dans cette vie-là a ses spécificités. Il faut que les gens s'assument et regarder la chose de façon vraiment sérieuse et résoudre les problèmes. Parce que ce que le gouvernement fait, c'est quoi? C'est attirer la sympathie des gens, dire oui, on met tout à plat et puis ils savent que tout le monde sera d'accord avec ça parce que chacun veut gagner de l'argent, chacun sera content pour ça. Mais ça ne peut pas marcher, ce n'est pas opérationnel, ça ne peut pas marcher. Parce que faire ça, ça même aussi prendre le risque que les agents qui seront sur le terrain pour collecter les ressources pour les impôts, là aussi, ne vont pas faire le travail parce qu'ils seront plus motivés. Si moi, je dois souffrir sur le terrain, par exemple, le cas des douaniers, qui souffrent dans les buissons derrière les délinquants pour faire entrer les ressources. Et à la fin, maintenant, le partage du gâteau, on dit que, par exemple, je prends un exemple, il y a un instituteur qui était en même moment en train de donner ses cours dans la paisibilité, dans une salle de classe, ou bien en tout cas un procès d'université qui est dans... Enfin, on va partager ce gâteau-là au même niveau. Ce n'est pas possible. Il faut qu'on soit sérieux sur ce point-là. Oui, donc, pour le moment, en tout cas, ce n'est pas élargi. Hein. Oui, non, en fait, c'est à l'intérieur, oui. peut-être des non, des c'est pour agents dire que même à l'intérieur, j'ai un peu élargi, même à l'intérieur, finances. c'est pas possible. Les gens n'ont pas les mêmes, tâches à l'intérieur. Donc, il ne faut pas dire qu'on met ça tout le monde au même niveau. Moi, je suis pour qu'on puisse regarder la chose de façon sereine, dire que voilà, par rapport à ce que chacun fait, voilà ce qui devait lui revenir. Et tout le monde s'accorde dessus et permettre à chacun, par rapport à son travail qu'il fait sur le terrain, d'en profiter. Chaque corps de métier a ses avantages. Moi, par exemple, en tant que journaliste, j'ai des avantages qui ne sont pas forcément financiers, que, par exemple, l'instituteur n'a pas. Et puis aussi, le drame aussi dans ce pays, c'est que chacun voit tout en termes financiers. Moi, je suis souvent comblé quand, après ça va publier un article, quand je sors dans la rue, on m'interpelle, on me félicite, ou quelqu'un me dit non, grâce à mon article, il a pu trouver solution à son problème a été résolu en justice. Moi, c'est une satisfaction, c'est beaucoup pour moi. L'instituteur n'a pas ça. Elle ne peut pas m'envier parce que j'ai ça. Et moi, il ne doit pas l'envier parce que dans sa fonction en tant que financier, il a réussi à faire rentrer de l'argent et on le récompense par rapport à son argent. C'est différent. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on ramène tout à l'argent. Chaque fois, ses avantages. Et le procès d'université, par exemple. Moi, je suis content souvent quand je vois un procès d'université devant ces anciens étudiants qui sont devenus, par exemple, de grands, quelque part, qui le retrouvent, mais qui lui donnent quand même un certain nombre de motifs de satisfaction en le respectant et tout ça. C'est avantage aussi à son métier. Ce n'est pas forcément financier. Souvent même, ça dépasse même le financier. Donc, il ne faut pas que les gens soient là tout le temps. Chacun a envie de les financer parce qu'ils ont de l'argent chaque fois qu'ils se partagent. Mais c'est leur corps qui leur donne ça. Chacun n'a qu'à se contenter ce qu'il gagne dans son corps et puis on va avancer. Voilà. D'accord, oui. Bougouma. Oui, en fait, quand le gouvernement dit égalitaire, pas de discrimination, le gouvernement sait que c'est faux. Ça ne peut pas marcher, pour la simple raison que les DG là sont à l'indice 100 déjà. Quand ils font la répartition des cagnottes là, et ils sont à 100. Il y en a qui sont à 6. Il y a déjà un problème. Mais le problème est arrivé, en fait, le document n'a pas été signé. Ce qui avait été signé, c'est mettre fin à la grève avec engagement d'introduire un nouveau document pour une nouvelle clé de répartition. Donc, cet engagement a été pris, ils ont été d'accord, ils ont mis fin au mouvement et puis le boulot a repris. Mais le problème, c'est quand, à l'approche du virement du fonds commun, et qu'il fallait signer les nouveaux textes pour garantir les nouvelles clés de répartition, que le problème a commencé, pour deux raisons. La première raison est que
sur la cagnotte des 100%, les 30% qui étaient reversés, 18% pour le SINAFI et 12% pour le fonds d'équipement du Trésor, le syndicat a dit il n'est plus question. On garde les 30%, nous gardons notre cagnotte de 100%. Et sur les 100%, les 30% qui étaient enlevés pour le SINAFI et puis pour le fonds d'équipement, maintenant nous allons nous partager entre ceux qui sont sortis de l'ENAREF, cycle A, cycle B, cycle C. Ça c'était d'abord le premier problème. Les autres mais l'autre part de 70%. Tout le monde voilà. Maintenant, avec à l'intérieur d'autres clés de répartition, ancienneté et tout. C'est là que ça coïncide. Ça, c'est un. Deuxièmement, quand les DG ont regardé le nouveau document, le DG qui était à 100 est venu maintenant à 75. Ça diminue considérablement les millions qu'il gagne. Et mieux, les syndicats ont introduit un plafond. Pas plus de 600 000 francs, quel que soit ton poste, la hiérarchie, le niveau que tu occupes, ton niveau de responsabilité. Quand les DG ont regardé, ça ne les a pas arrangés. Donc, finalement, dans les dernières négociations, avant que le mot d'ordre ne l'élève, sauf s'il y a eu évolution, les syndicats ont concédé, et dit, bon, donc, nous, on ajoute 5%, on conserve les 25% pour nous. Mais le plafond de 600 000, là, parce que si tu atteignais les 600 000, on prend ton 600 000, tu prends ça, le reste, là, il reverse. Mais ils ont dit, il n'y a pas de problème. Si ça dépasse, ce n'est pas grave. Mais on garde l'indice 75. Les directeurs ne sont pas d'accord parce que quelqu'un ne peut pas toucher 2-3 millions. Et après se retrouver avec une somme qui ne va pas atteindre ça. Il avait calculé des projets quand il venait. Il y en a qui ont pris des prêts sur la base du fonds commun. Donc, quand ils ont vu ça, ils disent, donc voilà les deux problèmes. Maintenant, ils ont utilisé l'autre aspect des 30% pour dire que c'est discriminatoire. Il y en a qui veulent garder une bonne partie pour eux, mais ils ne veulent pas partager avec tout le monde. Tout en oubliant de dire qu'ils ont demandé aussi que nous diminuions pour nous, mais nous, on n'est pas d'accord. Et il y a un problème. Et le syndicat dit, mais c'est comme Bama a dit, avec ça, ce n'est pas évident que ça puisse marcher. Et en un temps record, il y a un nouveau syndicat qui est né. Et en ce moment-là, ça ne peut pas éviter qu'on se pose des questions sur comment ce syndicat est né. Très rapidement, le camp en face l'a baptisé de fantoche. Mais bon, quoi qu'il en soit, ce syndicat est né et ils disent qu'en l'espace de quelques jours, le récépissé est établi et puis le mouvement reprend. Et ça, c'est le danger. Parce qu'avant même que ce syndicat ne naisse, il y a eu des chauffeurs qui ont brandi des pistolets sur des... C'est même paru dans le journal Le Quotidien. Le syndicat aussi voilà. a fait 4 Voilà. Et ils ont même, je pense qu'il y a même déjà une plainte pour cela. Avant même qu'un syndicat parallèle ne soit créé, des armes à feu sont sorties. Et un syndicat parallèle se crée. Finalement, le politique va utiliser les travailleurs contre eux. Et puis, bon, lui, il a assis. Mais ça ne règle pas le problème. Vous comptez sur ces messieurs-là pour mobiliser les recettes pour financer le PNDS, vrai ou faux? Mais ce n'est pas de cette façon que vous allez régler ça. Il faut faire face, négocier. Ce n'est pas un syndicat parallèle qui va venir garantir la mobilisation de l'argent pour financer le PNDS. Et ça, c'est un goulot d'étranglement qu'il faut régler. Donc, en fait, que l'ensemble des parties prenantes puissent prendre en compte ce qu'on appelle quoi, intérêt commun, bon, pour qu'on ne chauffe pas la République, pour que nous qui sommes dans le privé, on ne soit pas bloqués dans nos démarches, parce que 2 entités ou 3 entités se sont retrouvées pour bloquer la marche de la République. Ça, il va falloir qu'une solution rapide soit trouvée. Mais comment est-ce que ça va être résolu? Ça, je ne sais pas. Mais le nouveau texte, il est pour le moment bloqué pour cela. Et ils ont siégé, puis la cagnotte a été envoyée. Le fonds commun a été débloqué parce que l'administration dit qu'il lui appartient. Les syndicats disent qu'il y a eu une commission technique qui devait être mise en place. Et comme cette commission n'est pas mise en place, eux, ils considèrent que c'est argent de carburant. Donc bon, ça, on ne va pas rentrer dans ce débat, mais voilà où nous en sommes. Mais il va falloir régler cela parce que ce sont aussi les avantages du métier, ce sont les spécificités également du métier. Il faut mettre les garde-fous nécessaires pour que chacun puisse lâcher du lest pour qu'on puisse avancer. Oui, Dabadi, très rapidement. Je pense qu'il faut un peu plus de justice dans ce pays parce que j'ai le sentiment que chacun à son niveau dit, bon voilà, j'ai des avantages, il faut que j'en jouisse suffisamment. Bon, ainsi de suite. Bon, tous les métiers ne sont pas les mêmes. Quand vous prenez l'enseignant qui se trouve dans un petit village, très reculé du Burkina, il n'y a même pas de l'eau potable. Quels sont les avantages qu'il a? Il en a très peu. Même s'il a des avantages, en tout cas, ce n'est pas côté financier. Donc, je pense qu'il ne faut pas qu'on voit tout en argent où il faut profiter du tout. Mais je dis ici, c'est l'État qui est responsable de tout ce qui arrive. Parce qu'avant, on ne vivait pas ce problème. Pourquoi aujourd'hui, on en est arrivé là? Lorsque vous octroyez des statuts particuliers à certains, vous accordez des avantages financiers à d'autres, mais souffrez que ceux qui sont au cœur de l'argent, si je peux le dire ainsi, soient plus gourmands que les autres.
C'est une évidence. Donc moi, je pense que c'est l'État qui a donné les verres pour se faire fouetter. Il faut qu'il soit suffisamment responsable pour résoudre ce problème. Parce que ce que ça est en train de créer comme désagrément est non pour le pays. Quelqu'un a avancé un chiffre qui fait froid dans le dos. Voilà. Et ça veut dire que si une solution n'est pas trouvée dans les jours ou les mois à venir, ça veut dire qu'on va en perdre davantage. Dans un contexte où on dit qu'il n'y a pas l'argent, où on demande aux gens de faire des efforts pour relancer l'économie, mais si on passe le temps à se bagarrer pour des questions de fonds communs et autres, je pense qu'on ne va jamais s'en sortir. Donc je pense qu'il faut que l'État soit beaucoup plus responsable. Ça dit ici, je pense que c'est clair. La clé de répartition qui a été proposée, il savait très bien qu'elle n'allait jamais marcher pour la simple raison que il y allait avoir bagarre à l'intérieur. C'est comme si vous étiez un os au chien. C'est sûr qu'ils vont se bagarrer. Donc c'est exactement ça. Alors que je pense qu'au lieu de trouver une solution, on essaie de créer un problème à l'intérieur. Mais ça va bloquer naturellement le service. Et ça, ce n'est ni bon pour l'État, ni pour effectivement le travail, encore moins pour le public. Donc moi je pense qu'il faut que l'État soit courageux dans cette affaire. S'il y a lieu de supprimer les fonds communs, parce que ce n'est pas partout qu'on les supprime. De toute façon, chacun en passant un concours, il sait très bien que bon, je vais travailler dans tel ou tel domaine. Vous avez un salaire et vous êtes payé en fonction. Pourquoi les salaires ne sont pas les mêmes? Et pourquoi les gens ne font pas bagarre autour de cela? Donc moi je pense qu'il faut arriver à un moment où il faut être courageux. Soit on supprime tout ce qu'on peut considérer comme avantage induit de autres là, et puis on fait une augmentation générale et c'est fini. Voilà, personne ne va sortir réclamer fonds communs ou quoi que ce soit. Ce n'est pas parce que moi je suis un service où on m'oublie de l'argent que l'enseignant qui est dans un petit village ou bien l'infirmier qui ne produit pas forcément de l'argent n'est pas important. Chacun apporte quelque chose. C'est parce que ces enseignants ont été formés par des anciens qu'aujourd'hui, ils sont là où on m'oublie de l'argent. Sinon, si chacun va regarder son poste et réclamer les avantages, je pense qu'on ne va jamais s'en sortir. Il y aura toujours injustice. Et lorsqu'il y a injustice, les gens vont se bagarrer et les mouvements ne vont jamais s'estomper. Et si on continue ainsi, mais 2020, Roch va finir son mandat sans véritablement faire grand chose sur le terrain. Alors que le peuple qui s'est insurgé attend quand même que le pouvoir puisse travailler à résoudre ces problèmes. Et ce n'est certainement pas dans ce contexte-là qu'on pourra apporter des solutions idoines aux préoccupations des populations. Oui, vous avez parlé donc de la responsabilité du gouvernement. On a vu juste avant donc ces mouvements-là, le gouvernement donc qui a réagi à travers donc un communiqué qui est passé sur nos antennes au journal là, de 20h. Je pense que c'était le dimanche 16. Alors d'aucuns, en tout cas pour le syndicat, ce qui le gouvernement a fait comme communiqué, il y avait de la fermeté, mais le syndicat considère ça comme des menaces, entre griffes. Est-ce qu'on ne peut pas dire peut-être que là aussi le gouvernement essaie en tout cas d'être un peu ferme pour peut-être mettre un terme à ce qui se passe? Hyacinthe voulait réagir très rapidement en une minute. On a eu une piste de fermeté du gouvernement. On attend, puisqu'ils ont promis des sanctions. Si la grève est illégale et que les gens sont sortis, on attend donc des sanctions. Oui, j'ai lu dans un article que les DG, en tout cas, ont demandé des lettres d'explication donc aux agents qui n'étaient pas à leur poste. Il faut nécessairement sanctionner parce que le débat des corps, je pense qu'il ne faut pas aller sur ce terrain. Il ne faut pas comparer les corps pour dire non, pourquoi telle personne. Parce que ce qu'on ne dit pas, c'est que les agents aussi des finances, pour certains, ils ont certains risques qui sont incommensurables. Lorsque vous prenez par exemple un agent qui, pour des manquements de caisse, à plusieurs générations de sa famille qui vont devoir payer, ce manquement. Donc, il y a des spécificités aussi à ces métiers-là qu'il faut prendre en compte. Bien sûr, comme je l'ai dit, chaque corps a ses avantages également. Il ne faut pas revenir à comparer le trésorier des finances à l'enseignant qui est à Mangodara. Mais je pense qu'il faut donc que l'État tranche pour ces questions de grève. Parce qu'il y a le précédent des magistrats, qui est donc le péché originel pour moi de tout ce qui est mouvement itératif donc des syndicats. Cela, tous les autres corps regardent un peu la gestion qui va être faite, que ce soit sur le plan des accords, des avantages accordés, que ce soit sur le plan des sanctions. C'est une leçon qui découle parce que c'est comme justement, l'État, c'est comme ici un père de famille. Donc, si vous avantagez un enfant en particulier, vous allez devoir donc
subir les mouvements des autres enfants. Donc, c'est sur ce terrain qu'on attend le CEJ. Je pense que depuis lors, bizarrement, on a eu un conseil des ministres à minima, mais on attend donc le prochain conseil des ministres pour voir qu'est-ce qui va être fait en termes de gestion de cette crise. Alors, on est pris par le temps. Il va falloir donc qu'on avance. Je vois que beaucoup de personnes veulent réagir parce que le sujet, donc, il est intéressant, mais il faut qu'on avance. On est très bousculé. Et on va parler donc de justice. Hein. Bon, voilà, le directeur de publication, Lukman Savadogo, du journal Le Soir, a été condamné le 20... oui, réquisition, oui, mais on a requis, voilà, 20 pas condamné. Le 10 août, oui, il y aura le délibéré, mais pour le moment, donc, la réquisition, hein, c'est 1 an. 1 an de prison avec sursis et 300 000 francs d'amende. Vous avez suivi le procès. Avant et après le procès, il y a eu beaucoup donc, de commentaires autour donc, de ce procès qui est considéré par certaines, en tout cas personnes, comme un acharnement contre la presse et contre la personne de Lukman Savadogo. Qu'est-ce que vous en pensez, Bama? Non, déjà, moi, je suis pas pour le concept d'acharnement dont on parle ici. Moi, je ne vois vraiment pas d'acharnement ici. Je suis journaliste, c'est vrai. Mais franchement, je suis désolé, il n'y a pas d'acharnement. Moi, j'ai toujours dit que chaque procès est toujours une occasion de vérité. Appeler quelqu'un pour qu'on puisse éclairer une situation qui est posée, moi, je ne vois pas. À moins qu'on ne veuille plus de la justice dans ce pays. Un problème est posé, on veut comprendre ce qui s'est passé. Qu'est-ce qu'on fait pour comprendre si on ne peut pas se retrouver pour parler de ce problème? Voilà. Et moi, j'ai assisté à ce procès. J'ai dit, mais il fallait bien que ce procès ait lieu. Parce qu'au moins, voilà l'occasion qui a été donnée à chacun de s'expliquer. Et moi, j'ai écouté les deux parties. Mais j'ai dit que mais si ce procès n'avait pas lieu, il y a des choses qu'on n'allait jamais savoir. Et à la fin du procès, j'étais content de parler à Lukman lui-même. Lui-même, il a reconnu qu'effectivement, il fallait bien que ce procès ait lieu. Donc, moi, quand j'écoute les gens qui disent non, il ne fallait pas le convoquer et tout ça, j'ai dit non. Personne n'est au-dessus de la justice dans ce pays. S'il y a un problème qui est posé, il faut aller en justice pour résoudre ça. Et chacun va sortir, rentrer chez lui la tête haute. Si quelqu'un est coupable, on le sanctionne. S'il n'est pas coupable aussi, il rentre et son honneur est sauve. Voilà. Donc, pour revenir sur le problème lui-même, franchement, moi, quand j'ai écouté les uns et les autres à ce procès-là, il y a deux choses qu'il faut peut-être prendre en compte ici. Lukman Savadogo a fait un article, enfin, d'ailleurs, au procès, il dit que ce n'est même pas lui-même qui a fait, c'est pas lui qui a fait l'article, mais il dit qu'il assume, en tout cas, on considère que c'est son article, où il dit que des magistrats ont tenté de noyer un poisson dans l'eau. Il s'agit d'un problème, il semble qu'il y a un magistrat parmi les membres de la commission qui aurait reçu de l'argent pour rendre une décision de justice favorable à quelqu'un qui lui a donné de l'argent. C'est un problème qui est posé, c'est un problème qui est assez grave. Il faut pouvoir faire la lumière sur ce problème. Alors, quand on écoutait les membres de la commission, le président de la commission notamment, il dit non, ce n'est pas vrai. C'est vrai, il y a eu une plainte qui a été déposée contre un membre de la commission. Ils ont même instruit cette plainte-là. Ils ont même des décisions sur cette plainte qui sont contenues dans leur rapport de commission. Et c'est d'ailleurs au passage là où je dis qu'il faut que bien on puisse rendre public ce rapport-là. Il faut qu'on puisse savoir ce qu'il y a dans ce rapport. Donc, voilà. S'il n'y avait pas eu ce procès, on n'allait pas savoir qu'il y avait eu une plainte, effectivement, contre le magistrat en question, et qu'il y a eu des investigations qui ont été menées autour de cette plainte, et qu'il y a eu des décisions qui ont été arrêtées par rapport à ça, qui sont contenues dans le rapport de choses. Et il y a même un procès qui est en vue. Et je crois que c'est là où on saura tout. Il y a un procès qui est en vue par rapport à cette plainte, à cette affaire d'argent qui aurait été donnée à un magistrat. Il faut bien que ce procès aussi ait lieu pour qu'on sache si effectivement ce magistrat a effectivement eu de l'argent pour rendre une justice et une décision de justice favorable à quelqu'un qui a donné cet argent-là. Si c'est le cas, que ce magistrat peut être sanctionné à la hauteur de sa faute, parce que ce n'est pas acceptable, ce n'est pas possible. Maintenant, l'autre chose. Alors, quand Lukman y fait ça, et que les magistrats disent qu'ils n'ont jamais fait ça, enfin, ils n'ont jamais tenté de noyer le poisson dans l'eau, bien au contraire, ils ont instruit la plainte en question, et que c'est de la diffamation. Maintenant, la justice pourra nous dire si c'est vrai ou faux. Parce que il ne faut pas aussi souvent aussi se lever, écrire des choses sans pouvoir les démontrer. Voilà. Et ça peut pas rester impuni aussi. Si c'est trouvé que c'est de la diffamation,
soit Lukman, il reconnaît qu'il a fait de la diffamation et il assume, il demande pardon, ou bien s'il ne le fait pas aussi, on le sanctionne pour ça. Et ça aussi, c'est la justice aussi. C'est ça aussi la justice. Donc, il ne faut pas faire les choses et puis, bon, refuser de s'assumer face à ce qu'on a fait. Vraiment, on va poser cette question-là. D'accord. Alors, il y a eu beaucoup de débats. Et les débats se sont focalisés aussi sur le texte sur lequel donc, on s'est basé donc, pour convoquer ce procès entre le code pénal et la loi CNT. Je pense que c'est 058 du CNC. Alors, il y a eu des débats autour de ça. On ne savait pas finalement, les avocats. Ce débat aussi, bon, la justice pourra trancher. Parce qu'effectivement, il est question de savoir si Lukman, en écrivant cet article-là, ou bien en tout cas l'auteur de l'article, en publiant cet article sur une page Facebook, même si la page Facebook est appelée Le Soir, qui est le nom d'un journal, une page Facebook d'un journal où on a publié un article, est-ce qu'on peut considérer que c'est en tant que journaliste on le fait, ou bien c'est un citoyen lambda, puisque Facebook aussi, on sait ce que c'est que Facebook. Chacun peut ouvrir quelque chose sur Facebook et puis écrire des choses. Mais en tout cas, moi je pense à la justice de pouvoir trancher cette question aussi. Maintenant, s'il est établi que le magistrat dont Lukman a parlé a pris vraiment de l'argent, mais moi je ne pense pas qu'il y ait diffamation ici, parce qu'il a appelé un chat un chat. S'il a vraiment pris de l'argent contre une décision de justice qu'il devait rendre, moi je ne pense pas qu'on peut condamner Lukman pour ça. C'est ça aussi qu'il faut pouvoir dire. Oui, Dabadi, qu'est-ce que vous pensez donc de ça? Effectivement, comme il a dit, mon souhait est que le procès, il dit que toute la vérité soit dite. Parce que c'est ça, il ne s'agit pas forcément de tenir un procès. Mais il faut que le procès soit équitable, il faut que, effectivement, que toute la vérité soit dite. Là, ça permettra effectivement aux uns et aux autres de se situer par rapport à ce qui a été dit. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, ce qu'il vient de dire, tout le monde n'a pas effectivement ces informations. Si bien que ceux qui crient, qui parlent d'acharnement et autres, peut-être c'est parce qu'ils n'avaient pas ces éléments-là qu'ils disaient. Et donc, on peut comprendre les réactions. Mais comme il a dit, nul n'est au-dessus de la loi, c'est vrai, et comme les Romains le disent, dur à l'ex, c'est l'ex. Mais je pense que si on compare un peu les réquisitions par rapport à ce que le groupe, par rapport à ce qui était réclamé, je pense qu'on peut dire que la justice a divisé la poire en deux. Sinon même qu'elle a tranché, même si le verdict n'est pas total, en faveur certainement du prévenu. Mais on attend de voir, puisque ce n'est que des réquisitions. Voilà, ça veut dire que le tribunal peut suivre les réquisitions du parquet, comme il peut effectivement ne pas suivre. Donc on attend de voir ce qui va être dit effectivement au procès. Et à l'issue de ça, maintenant, on pourra effectivement se prononcer de façon, j'allais dire, beaucoup plus pertinente sur la question. Mais en attendant, il faut effectivement que les questions qu'il a évoquées, notamment les procès qui sont en cours, parce que les gens ne savaient pas qu'il y avait, par exemple, ces procès qui étaient en cours. Et donc, je pense que ce procès, effectivement, a permis aux gens de savoir désormais qu'il y a quelque chose qui a été, effectivement, arrêté dans ce sens et que les choses doivent aller jusqu'au bout. Donc, il faut souhaiter que les choses aillent jusqu'au bout et pour que toute la vérité soit dite et que chacun soit, effectivement, situé. Oui, Hyacinthe. Je suis de ceux qui pensent, qui sont chagrinés par le fait que le procès se tienne. Pour moi, pour ce cas précis, par exemple, on aurait pu, il y a certains recours dans notre métier qui permettent à la personne qui s'estime lésée de faire un droit de réponse naturellement. Je pense que dès l'instant que, par exemple, sur ce dossier précis, il y a un cas similaire il y a donc une personne qui a porté plainte contre un membre de la commission d'enquête. Donc, il y a une affaire qui est en cours. Si ce qui a été écrit n'est pas conforme à ce qui est donc la réalité, on aurait pu restituer les faits dans les parutions, donc, que ce soit sur la page Facebook, que ce soit. Pour moi, on aurait pu simplement user du droit de réponse plutôt que d'aller au procès. Maintenant qu'on est au procès, je me dis qu'il faut aller jusqu'au bout. Parce qu'au-delà du fait journalistique, il y a justement la fameuse utilisation de Facebook qui revient sur le plateau. Alors, quelle est la valeur juridique de Facebook dans ce cas? Quelle est l'utilisation qu'on peut en faire? Est-ce que Facebook est régi par la loi donc, de synthèse de la presse en ligne ou bien par la loi commune donc, de la presse, la loi classique? C'est ce procès qui va, peut-être pour moi, ouvrir une jurisprudence à ce niveau. Et c'est là que c'est intéressant. Sinon, pour moi, réellement, il n'y avait pas matière à en arriver devant le tribunal. Les faits sont là, les faits ont été relatés par un journaliste qui dit, il a reçu une dame qui dit avoir donné l'argent à un juge pour donc l'aider dans une affaire. Et il a utilisé la fameuse phrase « tout semble donc mis en œuvre
pour que le poisson soit noyé dans l'eau. Alors, si le poisson n'est pas noyé dans l'eau, que le CSM même, et même le juge Condé, pourquoi pas le président de la commission, pourrait faire un droit de réponse pour situer, voici l'affaire exacte. Et tout le monde était édifié, plutôt que ce risque, parce que là, on est au stade de l'élection, mais il y a vraiment un risque qu'une des deux parties sorte donc de ce procès lésée vraiment, parce que véritablement, elle aurait perdu quelque chose. Et pour moi, la valeur pédagogique n'aurait pas été la même. Cette fois-ci, on en est là, qu'on aille jusqu'au bout, parce qu'il faut donc pouvoir édifier les gens pour le prochain usage, notamment des pages Facebook et aussi de la diffamation. D'accord, oui. Bougouma, pour terminer, parce que il nous reste moins d'une minute. Je vais aller vite. Bon, je pense que c'est un cas école, c'est beaucoup plus pédagogique lié à Facebook et tout, mais je suis de ceux qui pensent que quand on est attiré en justice, on va répondre. Ça, c'est un principe. Et ensuite, bon, pour ceux qui estiment que c'est un acharnement contre les journalistes, je dis non. Mais le problème, c'est que c'est quoi? C'est notre boulot qui croise la route de tout le monde. Le boulot de l'instituteur croise rarement la route du magistrat et tout. Mais nous traitons de toutes ces questions-là. Et donc, notre chemin la croise les chemins de presque tout le monde. Ce qui fait que, bon, quand c'est arrivé, c'est arrivé. Mais c'est ici, en Europe, les avocats des organes de presse ne chantent pas. Ils sont toujours... Mais ici, quand il y a un procès, mon vieux, c'est comme si c'est tout le monde entier qui débarquait sur sa tête. Bon, alors que non. Vous avez été convoqué, vous partez, vous répondez, bon, voilà, et puis, voilà. Maintenant, l'autre aspect, c'est la célérité avec laquelle Lookman a été appelé à répondre, alors que nous, on demande toujours et on attend toujours que le rapport soit rendu public, là. C'est ça mon problème. Quand Luc Marius Subriga finit, il rend public. Quand la SE auditionne même là, il fait une note, il dit on a auditionné journaliste. La Cour des comptes, quand c'est fini, c'est rendu public. Rapport d'enquête parlementaire, c'est rendu public. Conseil supérieur de la magistrature, mouta, il y a un problème. Donc moi, ce que j'attends, il faut accélérer à ce niveau. Non, mais pendant que vous êtes en train de travailler, quelqu'un a incriminé, un d'entre vous, mais vous vous êtes senti lésé, tac, procès, et puis ça va vite. Mais le rapport là, il est où? C'est le rapport également qui nous intéresse. Lookman soit jugé, oui, mais le rapport également, on attend. Il y a combien de dossiers dans ce palais de justice? Il y a des justiciables qui ont déposé plainte contre des magistrats. Il y a un cas emblématique, l'affaire Moussa Traoré. L'affaire est toujours devant les tribunaux. Il y a une plainte qui a été déposée contre le magistrat. Pourquoi ça n'aboutit pas? Et quand c'est un magistrat qui pose, ça aboutit rapidement. En ce moment-là, ceux qui utilisent les glaives là, ne l'utilisent pas de la même façon. Et c'est ça qui dérange souvent, c'est tout. D'accord. En tout cas, ça sera le mot de la fin. On n'aura pas évidemment le temps de parler du Sénégal où se tient des législatives aujourd'hui même. Peut-être que ça sera certainement après la publication des résultats de ce scrutin. En tout cas, merci. Peut-être des invités aussi à 3. Non, je pense que 4, ça permet mieux de débattre et d'avoir plusieurs opinions donc, sur ce plateau. Merci à vous qui nous avez suivis. Je rappelle très rapidement que j'étais sur le plateau avec Yacinthe Sanou de Radio Omega, Bernard Bougouma de Watt FM, Dabadi Zumbara donc du journal Le Pays et Ladji Bama du journal Le Reporter a passé un excellent moment en compagnie des programmes de la RTB et nous informons en même temps nos téléspectateurs que le débat de presse va prendre des vacances tout le mois d'août. On se retrouve donc le premier dimanche du mois de septembre pour décrypter, analyser, commenter les actualités. Merci à tous.